Je remercie très sincèrement les organisateurs pour ces premières rencontres franco-tunisiennes, mes amis libanais. Alors, comme mon nom ne l'indique pas, je ne suis pas libanais, je suis plutôt d'origine tunisienne et toute ma famille vient de Tunis. À double titre, je suis plutôt content d'être là. Donc effectivement, voilà ce dont on va parler. On va parler de ce papier et on va essayer de décortiquer ce papier qui sont les nouvelles recommandations. Ce qu'il faut retenir de ce papier, c'est qu'ils ont posé des recommandations que quand 70% de tous les experts étaient d'accord, que ces recommandations étaient soit faibles ou conditionnelles et ils disent on suggère de faire telle action, soit elles étaient vraiment fortes et dans ces cas-là ils recommandent réellement. Et puis, comme l'a dit le docteur Toujani juste avant, la plupart des recommandations sont de niveau d'évidence faible, donc ça va très forcément évoluer. Et donc, je rappelle quand même d'où on part. On part de cette classification des pnéumopathies interstitielles diffuses chroniques, avec les pnéumopathies interstitielles avec une étiologie reconnue, et toutes les pneumopathies interstitielles sans étiologie, dont les granulomatoses, l'épididiopathique, et c'est là-dedans qu'on va retrouver la fibrose pulmonaire idiopathique et quelques pneumopathies interstitielles particulières. Alors, voilà ce qu'on retient dans l'algorithme diagnostique de 2018, c'est que la première étape, tout de même, c'est de rechercher une cause. Et cette première étape, elle arrive avant même de lire le scanner. Donc, il ne faut pas regarder le scan d'une pile fibrosante si on n'a pas passé cette première étape de recherche de cause de pneumopathie interstitielle fibrosante. Mais, quand on a une suspicion de cause, on peut s'aider tout de même du scan qui va avoir une valeur d'orientation pour dire effectivement, il y a peut-être une cause, voilà, le scan évoque une cause de pneumopathie interstitielle. Et ça, c'est un message très très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les pneumopathies interstitielles avec des étiologies connues? Sur les pneumopathies médicamenteuses, rien de nouveau, pneumotox. L'aspect au scanner n'est pas si prédictif que ça, il y a plus de pneumopathie organisée, c'est pas très fibrosant, c'est pas très intéressant, mais il faut avoir un bon interrogatoire et il faut aller sur pneumotox. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les pneumoconioses, les asbestoses? Pas grand-chose. L'interrogatoire, la consultation de pathologie professionnelle. On s'aide de l'analyse du LBA pour rechercher notamment des corps asbestosiques. C'est surtout l'asbestose, les piques fibrosantes. Puis sur l'histologie, on va voir de la fibrose et on va voir ces corps asbestosiques. Alors, voilà ce patient. Il m'est adressé en 2015. Il n'a pas du tout toléré l'antifibrosant. Et il a cette pneumopathie interstitielle avec ses réticulations. Peut-être un petit peu de dilatation des bronches par traction, on va aller voir plus loin. Peut-être un petit peu de rayon de miel. Et il n'a pas toléré, donc il est venu me voir, il me dit, est-ce qu'il faut vraiment que je prenne ce médicament? Et donc quand on regarde attentivement son scanner, mais cette fois-ci sur des fenêtres osseuses, une plaque ici, une plaque là, une plaque ici, une plaque ici. Donc, la question était-il exposé à l'amiante? Oui, il avait travaillé, mais comme commercial dans une entreprise de chauffage. Mais en tout cas, les plaques pleurales témoignent de l'exposition, et donc de possiblement une pneumoconiose et possiblement une asbestose. Il faut faire attention parce que l'exposition à l'amiante est aussi un facteur de risque de fibrose pulmonaire idiopathique. En tout cas, il est suivi aujourd'hui depuis 4 ans. Je l'ai vu la dernière fois il y a 6 mois. Il va très bien sans traitement et son scan n'a pas évolué. Pour l'instant, c'est un argument pour une pneumoconiose. Alors, est-ce qu'il y a des aspects au scanner qui vont nous dire « Ah, attention, c'est peut-être une asbestose ?» Eh bien, effectivement, il faut regarder les anomalies pleurales. Normalement, les radiologues regardent. Les pneumologues, il faut qu'on prenne le temps. Et moi, je trouve que la meilleure méthode, c'est quand même la fenêtre osseuse pour ne pas se tromper sur un épaississement pleural ou sur une calcification. Et dans cette étude où il compare 96 asbestoses, 65 fibrose pulmonaire idiopathique, eh bien, il y a des anomalies pleurales sur 75% des asbestoses et peu dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a d'autres éléments d'orientation, des petits micronodules sous-pleuraux, des lignes sous-pleurales, vous connaissez l'aspect en pied de corneille, les bandes sous-pleurales, et tout ça, ça doit nous inciter à dire peut-être qu'on est passé à côté d'une exposition, et donc le scanner nous fait rebondir sur on retourne vers la cause, sur une recherche de cause. Est-ce qu'il y a du nouveau dans les pneumopathies d'hypersensibilité? Oui, il y a du nouveau. Ils ont publié pas moins de 3 papiers sur les recommandations diagnostiques des pneumopathies d'hypersensibilité. C'est assez simple. Les éléments les plus importants, c'est l'exposition, et donc
notamment dans l'épreuve d'exposition, c'est une sérologie des anticorps contre certains antigènes. La clinique doit être évocatrice, notamment sur les symptômes récurrents. On va bien, on va moins bien. Le scanner est un élément très important et le plus typique, c'est quand même les micronodules centrolobulaires ou la mosaïque. Le lavage broncho-alvéolaire apporte des éléments, notamment dans les formes aiguës et subaiguës avec une lymphocytose, et l'histologie va nous donner une triade un peu classique. Le problème, c'est que dans les PHS chroniques fibrosantes, celles qui vont nous poser problème avec des diagnostics de fibrose pulmonaire idiopathique, eh ben, les expositions ne sont pas franches, elles sont plutôt parfois à domicile et elles sont occultes. Les sérologies sont très peu sensibles, il y a très peu souvent des anticorps. Les malades n'ont plus de signes fonctionnels récurrents, ils ont une dyspnée d'effort, une toux, comme toute fibrose pulmonaire. Le scanner, bon, on va voir s'il nous oriente, peut-être. Le LVA est peu lymphocytaire et l'histologie peut nous trouver des arguments, mais moins souvent. Alors cette étude, elle est très très intéressante. 46 malades espagnols, diagnostiqués fibrose pulmonaire idiopathique. Les dossiers sont repris, les malades sont réinterrogés. Il y a des tests de provocation sur 46 FPI. Ils font 20 diagnostics de PHS et notamment parmi ces PHS, il y en a 10 qui étaient inclus dans les essais thérapeutiques pour les antifibrosants. Et le plus souvent, quand on se demande si on s'est trompé entre une FPI et une non-FPI, on va regarder le pronostic. Et là, il confirme que probablement que c'est une réalité, puisque les décès, il y en a 27% à 48 mois dans la FPI et 10% dans ces fameux malades qui avaient une PHS. Donc attention, il ne faut pas se tromper. Il y a un intérêt pronostic, il y a aussi un intérêt thérapeutique, on en parlera. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des questionnaires standardisés, c'est très compliqué, c'est très long. Des enquêtes au domicile, on en fait. Est-ce qu'on peut faire des sérologies un peu tout venant? Et on a à Besançon un laboratoire qui nous prend des sérologies, qui nous fait des PHS domestiques. Je suis maintenant à Tenon depuis 9 ans et c'est très peu rentable. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille continuer à faire ces sérologies. Et environ 50% de ces PHS dites chroniques fibrosantes, on va dire que c'est des PHS sur l'aspect au scanner, à l'histologie, au lavage, mais finalement, on ne va pas retrouver de cause. Et on va les appeler des PHS cryptogéniques. Et donc, cryptogénique, c'est bien pas sans cause, mais avec des causes inconnues. Donc, on a tendance, on va probablement appeler cette maladie des PHS cryptogéniques. Le LBA, très rarement un élément d'orientation, ça vous l'avez dit, et je ne le répète pas. Et l'histologie peut nous aider quand il y a une prédominance au lobe supérieur, une fibrose périlobulaire, et la présence d'une bronchiolite cellulaire, parfois avec des granulomes, mais c'est très rare dans ces conditions de PHS fibrosante. Alors, est-ce que le scan nous aide? Eh bien oui, le scan peut nous aider, il peut être discriminant, mais pas si souvent. Il est discriminant dans 50% des cas dans cette belle étude. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une PHS, une PIC, une PINS? C'est les hypodensités lobulaires, les lobules clairs avec le piégeage à l'expiration, c'est un élément important, faire des coupes en expiration. Des nodules centrolobulaires, alors ça, c'est affaire d'hyperspécialistes. C'est très, très compliqué. Et surtout, une pneumopathie interstitielle fibrosante qui n'a pas de prédominance inférieure. Et donc, ça, voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais quand même, ça évolue sur la PHS chronique fibrosante. Est-ce qu'il y a du nouveau sur les connectivites? Eh bien, vous savez que voilà la liste des connectivites qui vont nous donner des pneumopathies interstitielles fibrosantes. Donc, il faut connaître cette liste, faire un interrogatoire en rapport avec cette liste, c'est très simple, sur les douleurs articulaires, la raideur matinale, le syndrome sec, le reflux, le rénal, les douleurs musculaires. Finalement, quand on fait la liste, c'est très très facile. Et puis, il faut être très attentif à notre examen clinique, et notamment, je ne sais pas si ça passe bien, des mains de mécaniciens, des nodules de Gautron. Et là, vous voyez, ces doigts boudinés, c'est un malade qui a des anticorps anti-RNP qui est actuellement dans le service. Et là, l'érythème iliacé des paupières. Donc, c'est un examen assez studieux qu'il faut faire. Mais il n'y a pas beaucoup de nouveau là-dessus. Ce qu'il y a comme chose nouvelle dans les connectivites, c'est le fameux panel d'anticorps. On avait en 2011 des recommandations où on nous faisait faire les facteurs antinucléaires, les facteurs rhumatoïdes, les anti-CCP, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a rajouté, et heureusement, le dot myosite complet, parce qu'on peut avoir des anticorps antisynthétase sans avoir d'autres auto-anticorps. Et pour ceux qui adressent les malades dans les centres de référence, c'est assez frustrant parce qu'on fait tous les auto-anticorps et puis le centre de référence n'a juste qu'à rajouter un panel supplémentaire et il vous fait le diagnostic.
Et donc, c'est plutôt une bonne chose que ça ait été rajouté dans le diagnostic de toutes les PID. Puis ils nous disent dans les nouvelles recommandations, selon l'orientation, on fera les autres anticorps. Alors je pense que ça va évoluer parce que c'est exactement sur le même raisonnement. Nous, on va faire des diagnostics plus facilement que vous parce qu'on va faire systématiquement tous ces anticorps dès que le malade va arriver. On ne va pas se poser de questions. Donc je pense que rentrer ça dans votre pratique des pneumopathies interstitielles, c'est très très important. Ce n'est pas la peine d'attendre que les experts voient le malade. Alors, sur les scanners des pneumopathies de connectivite, eh ben, c'est plutôt ce qu'on appelle un aspect de pneumopathie interstitielle non spécifique, du verre dépoli qui est plutôt central, prédominant aux bases. On peut avoir des DDB par traction quand on a une fibrose. Et puis, on a cet aspect très, très particulier, très important, le respect des zones sous-pleurales. Les autres arguments pour la connectivite, c'est les dilatations œsophagiennes, des péricardites ou des atteintes des séreuses associées. Alors, il y a d'autres aspects qui vont orienter, mais ça, c'est des aspects qui sont moins fibrosants, c'est moins intéressant, c'est moins dans le sujet. Mais les pics de connectivite, c'est surtout des pneumopathies organisées aussi, ou des associations, pneumopathie interstitielle non spécifique, pneumopathie organisée. Alors là, vous avez ce patient qui nous a été adressé aussi. 2016, il est mis sous antifibrosant. En 2019, il s'aggrave, sauf que entre 2016 et 2019, il a un syndrome SEC qui apparaît. Et entre 2016 et 2019 apparaissent des auto-anticorps, notamment des anticorps anti-CCP, des anticorps anti-SSA. Il a un schizone 3 sur la biopsie des glandes salivaires accessoires. Et donc, au lieu de passer d'un antifibrosant à un autre antifibrosant, au lieu de switcher ou d'associer deux antifibrosants, on est passé à une toute autre stratégie thérapeutique avec des immunosuppresseurs. Alors, une fois qu'on a fait cette démarche, très importante, on se retrouve devant ces PID idiopathiques. Et ces PID idiopathiques, en fait, elles ont surtout, d'abord et avant tout, une signature histologique. Elles sont surtout définies au départ par une histologie. Alors, si on dit ça, pourquoi le scanner reste central dans ces recommandations? Vous l'avez très bien dit. C'est une signature histologique et pourquoi le scanner reste central? Alors, la question, c'est est-ce que le scanner est réellement prédictif de l'histologie qu'on va trouver si on biopsie notre malade? Voilà la nouvelle classification que vous avez montrée. Je ne vais pas me refaire cette classification. Juste pour vous dire qu'effectivement, quand on a une pique certaine radiologique, c'est-à-dire prédominance basale, sous-pleurale, c'est ce qu'on a ici, des réticulations ici, mais c'est vrai que c'est pas obligatoire. Et puis surtout du rayon de miel, une prédominance basale sous-pleurale. La valeur prédictive positive quand on fait une histologie, c'est une pneumopathie interstitielle commune, donc on est sur une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc c'est pas la peine de faire une biopsie. Et qu'est-ce que disent les recommandations? Si vous avez un aspect de pique certaine sur le scanner, eh bien rien, on ne fait rien d'autre, on s'arrête là. Pas de lavage, pas de biopsie, pas de transbronchique, pas de cryobiopsie. Donc ça c'est simple, on fait le diagnostic de FPI comme ça, on n'a quasiment pas besoin de voir les collègues ou de discuter trop avec les collègues pour ce type de malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend toutes les pics histologiques, il y en a une minorité significative, alors ils ne disent pas vraiment dans la littérature, qui n'a pas cet aspect de pic radiologique. Pardon, excusez-moi. Et puis 30% des scanners qui ne seront pas des pics vont avoir, quand on les biopsie, une histologie de pic qui va nous faire rebondir vers un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. C'est un peu compliqué. Et donc, dans la classification, est-ce que les autres aspects au scan sont prédictifs de l'histologie? Oui, on appelle ça probable pic parce que ça tend vers la pic et que le plus souvent, si on va biopsier ces malades, on va trouver une pic, mais pas toujours. Et puis, on a les alternatives diagnostiques qui vont complètement à l'opposé, et donc ceux-là, si on les biopsie, eh bien, le plus souvent, on n'aura jamais un aspect de pic certaine. Et donc, oui, ça c'est prédictif de ce qu'on va retrouver à l'histologie. Puis on a là, vous avez cet aspect de pic probable. Qu'est-ce que c'est qu'une pique probable? Eh bien, c'est comme une pique certaine, mais cette fois-ci, il n'y a pas de rayon de miel. Et ce que vous voyez, c'est des dilatations des bronches par traction que vous voyez là, notamment dans les zones sous-pleurales. Ça, c'est une pique probable sur le plan radiologique.
Et puis, il y a cette case des PID indéterminés où là, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on est. Si on biopsie, on ne sait pas de quel côté va la balance, si on est plus vers une pique ou plus vers un aspect alternatif qu'une pléopathie interstitielle commune. Et voilà ce que ça donne. Avant, c'était les pléopathies interstitielles communes possibles. Alors, ça devient un peu compliqué. C'est ces réticulations sous-pleurales, sans dilatation des bronches par traction, et c'est à peine fibrosant. Puis il y a des fibroses où on peut voir du vrai rayon de miel ici, mais finalement, soit la distribution, soit l'association avec d'autres lésions nous disent il y a un loup, il y a autre chose qui se passe qu'une simple fibrose pulmonaire idiopathique. C'est ça, ces formes qui sont indéterminées. Donc c'est assez compliqué, c'est affaire d'hyper spécialistes, de spécialistes voire d'hyper spécialistes, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, on doit pousser les radiologues dans leur retranchement, et nous, on doit demander aux radiologues ce que les radiologues n'ont pas tendance à faire quand ils connaissent mal, de classer les malades. Ils doivent absolument nous classer les malades, quitte à utiliser des experts radiologues de leurs collègues. Alors, c'est là où intervient le lavage broncho-alvéolaire et la biopsie pulmonaire chirurgicale. Et qu'est-ce que disent les recommandations? C'est que quand on a un aspect de pic probable, même de pic probable, quand on a un aspect indéterminé pour une pique, quand on a un aspect avec complètement alternatif, et là, il y a la place pour le lavage, et là, il y a la place pour la biopsie pulmonaire chirurgicale. Mais c'est une suggestion. Ils ne recommandent pas. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie de vos malades, de nos malades, peuvent avoir des attitudes différentes. On peut avoir des attitudes différentes. Donc, c'est une suggestion avec toujours un niveau de preuve assez faible. Alors, le lavage, je ne reviens pas. Voilà ce qu'il apporte, mais vous l'avez très très bien dit et ça me rend plutôt un grand service. Et la biopsie pulmonaire chirurgicale, très rapidement, la rentabilité effectivement est très bonne, la mortalité est faible, 1,7%, il y a une morbidité, mais malheureusement, on n'a que 50% des malades qui doivent avoir une biopsie pulmonaire chirurgicale qui vont être éligibles, soit parce qu'ils sont trop âgés. Je vous rappelle qu'il y a un risque d'exacerbation. Donc une exacerbation d'une fibrose pulmonaire, c'est un pronostic très péjoratif, 70% de mortalité. Donc parfois, on ne veut pas prendre ce risque, et surtout quand ils sont âgés où la fonction n'est pas bonne. Et les alternatives, c'est ce dont vous avez parlé, la biopsie transbronchique et la cryobiopsie, la biopsie transbronchique avec la biologie moléculaire. Et voilà ce qu'il faut demander à notre anatomopathologique. Alors ça, c'est un anatomopathologiste, notre pathologiste. Et ça, c'est comme le TNM. Hein. Il y a ceux qui adorent apprendre par cœur et il y a ceux qui, il faut qu'on ait une petite fiche. Moi, je vous conseille la petite fiche. Il faut demander à votre pathologiste, eh ben, il faut me classer le malade. Est-ce que c'est une pique certaine histologique? Est-ce que c'est une pique probable histologique? Est-ce que c'est une pique, c'est un aspect indéterminé pour une pléopathie interstitielle commune? Ou est-ce que tu as des arguments pour dire que c'est autre chose? Il faut vraiment pousser le pathologiste dans ses retranchements. Et une fois que vous avez le radiologue poussé dans ses retranchements, le pathologiste poussé dans ses retranchements, vous avez ce tableau-là. Et donc, vous sortez ça de votre poche. Un aspect du IP et l'aspect histopathologique ici, l'aspect au scanner. Vous voyez que l'histopathologie est quand même, l'histologie, c'est important, ça prime. Hein. Si on a un aspect qui n'est pas une FPI ou une pique histologique, eh bien, même si le scanner est typique, on ne retient pas le diagnostic. D'accord? Alors, ces malades vont peu à l'histologie, donc c'est pour ça qu'on est peu confronté à ce problème, mais voilà comment il faut raisonner. Donc, c'est pas facile à apprendre, il faut vraiment avoir ça dans la poche et regarder ce qu'il en est en fonction de l'association. C'est plus difficile quand on a un aspect de pic probable ou indéterminé sur le plan histologique. Vous voyez, c'est un peu moins rouge et vert. En vert, c'était FPI, rouge, c'est pas FPI. Là, il y a une zone un peu floue, il faut s'aider de certains arguments cliniques. Mais le bémol à ce tableau, le bémol à ces recommandations, c'est que premièrement, il y a 50% des patients qui n'ont pas de biopsie, et donc on n'a pas ça. On n'a que l'aspect au scanner.
Donc, vous voyez, quand c'est un pic certaine, la probabilité que ce soit une FPI, c'est important. Quand c'est alternatif, la probabilité que ça soit pas une FPI, c'est important. Et donc, c'est avec ça qu'on doit raisonner. Premier bémol, la majorité des malades n'ont pas de biopsie. Deuxième bémol, cette étude, 7 équipes super expertes en pneumopathie interstitielle, 7 radiologues super experts, on leur montre des pneumopathies interstitielles fibrosantes. Les radiologues ont une concordance inter-observateur entre les équipes super expertes très très mauvaise, hein, entre 0,3 au total et entre 0,11 pour les pics de connectivité à 0,42 pour les fibroses pulmonaires idiopathiques, c'est-à-dire une très mauvaise concordance inter-observateur pour les radiologues. Alors, quand on parle des pathologistes, c'est pire, parce que, excusez-moi, mauvais bouton, et donc les pathologistes, c'est encore pire, ils ont une très mauvaise concordance. Et donc, du coup, c'est très difficile de croire à son radiologue et de croire à son pathologiste, puisque on sait que si on va le montrer à quelqu'un d'autre, la vie peut être totalement différente. Alors, vous voyez ce cas-là, hein, 2016, biopsie pulmonaire chirurgicale, un aspect qui est vraiment complètement incompatible avec une PIC, mais biopsié, fibrose pulmonaire idiopathique. On sait que ça existe dans 30% des cas. Le diagnostic est acheté. Il va bien jusqu'à ce qu'il s'aggrave. Et quand il s'aggrave, on dit, bon, la première cause d'échec de traitement, c'est une erreur diagnostique. Revoyons notre diagnostic. Et donc, on rappelle l'anapathe et on dit, est-ce que tu peux revoir ça avec tes copains? Et il revoit ça avec les copains, et c'est une pneumopathie interstitielle non spécifique. On change de fusil d'épaule et on passe d'un antifibrosant à un traitement immunomodulateur. Et donc, comment on améliore cette concordance? Eh bien, il y a une méthode assez simple pour améliorer la concordance, c'est de travailler ensemble. Ça s'appelle la discussion multidisciplinaire. Et vous voyez que la concordance, là, elle est meilleure. Hein, on passe de 0,3 à 0,5, c'est un peu mieux. Pour les FPI, on passe à 0,6. Même chez les malades non biopsiés, on a une bonne concordance interobservateur quand on se met tous autour de la table pour discuter du dossier. Et donc là, voilà la place de la discussion multidisciplinaire. Encore une fois, dans les recommandations, ils la suggèrent simplement. C'est-à-dire qu'ils ne recommandent pas, ils disent on vous suggère de faire cette discussion multidisciplinaire. Alors, ça intègre normalement les cliniciens, on fait comme on veut, hein. On peut parler avec le clinicien avant, le radiologue avant, on n'est pas obligé de se réunir tous au même moment. Ça permet de réduire les imprécisions sur tous ces éléments qu'on a. Ça modifie le diagnostic dans plus de 20% des cas. Et l'intérêt est majeur, notamment quand ce n'est pas un aspect de pic certaine. Quand on a un aspect de pic certaine chez un malade de 70 ans fumeur, ce n'est pas la peine. Surtout quand il y a une discordance entre les différents éléments, et surtout quand on n'a pas d'histologie, c'est-à-dire dans la majorité des malades. Donc la majorité des malades ont un intérêt à passer en discussion multidisciplinaire. Dans ces cas-là, on ne va pas faire un diagnostic de certitude, on va faire un diagnostic de probabilité. On va dire le diagnostic le plus probable, c'est celui-ci qu'on va traiter, qui peut être provisoire et qui va être modifié en fonction de l'évolution du malade, comme ça s'est passé pour les quelques cas cliniques que je vous ai montrés. Et donc, pour conclure, d'abord, le message le plus important, malgré l'importance du scanner, c'est qu'il y a un rôle majeur de l'enquête étiologique avant même le scanner, que l'épide chronique idiopathique, c'est surtout une signature histologique, que le scan peut être prédictif de l'histologie. L'analyse du scanner et de l'histologie a une très mauvaise concordance interobservateur, d'où le rôle de la discussion multidisciplinaire tout au long de l'évolution. Et bien sûr, tout cela n'a de valeur pour une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a un vrai enjeu thérapeutique actuellement. Je vous ai parlé de 2-3 malades qui sont passés d'un antifibrosant à autre chose, mais il y a aussi des malades qui devraient avoir des antifibrosants, qui ont des immunomodulateurs et qui ont un pronostic péjoratif parce qu'ils reçoivent des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Donc j'espère que je pourrai vous parler de ce sujet l'année prochaine, notre deuxième rencontre franco-tunisienne de pneumologie.